Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode bouleversant et haletant de Plus belle la vie, encore plus belle. Diffusé ce mardi 17 juin 2025, l'épisode 356. Et croyez-moi, cet épisode va vous couper le souffle. Alors que le mystère autour de la disparition de Chloé s'épaissit, les enquêteurs commencent à relier les fils d'une affaire bien plus sombre qu'il n'y paraît. Morgan et Samuel remontent une piste inquiétante, celle d'un certain Joseph Bernet, qui pourrait en réalité cacher Adrien Otero, l'ex-compagnon dangereux de Chloé. De son côté, Luna recolle les morceaux du passé et comprend avec horreur qu'Otero est peut-être revenu pour se venger. Mais ce n'est pas tout, Samuel, rongé par la douleur et l'épuisement, lutte de plus en plus pour garder le contrôle. Et si ces douleurs dorsales n'étaient que la partie visible d'un mal bien plus profond? Alors qu'il sombre lentement. Ses relations avec Morgan s'enveniment, et son intervention pour arrêter Otero vire au cauchemar. En parallèle, au Mistral, le concours de pétanque tourne à la catastrophe quand Aya blesse accidentellement Myrtha, déclenchant la colère noire de Robert contre Jules. Et dans l'intimité du cabinet médical, Babette tente de surmonter le traumatisme de son agression, soutenue par un Mathieu profondément touché par sa détresse. Entre drame personnel, révélations médicales et tensions familiales, cet épisode vous embarque dans un tourbillon d'émotions. Installez-vous confortablement, car vous allez vivre un épisode intense, bouleversant et inoubliable. Dans le calme feutré du commissariat, Samuel referme la porte de la salle d'interrogatoire derrière lui. Il a le dos en feu. Encore. Et malgré l'IRM récente, aucun diagnostic. Rien. Aucun nerf pincé, aucune lésion apparente. Rien d'autre qu'une douleur lancinante, et cette honte qui l'enserre un peu plus chaque jour. Dans les vestiaires, il ouvre discrètement son casier. D'un geste rapide, presque automatique, il sort une plaquette de comprimés. Il jette un œil autour de lui, s'assure que personne ne le regarde, puis en avale un, sans eau, les mâchoires serrées. Il s'y était juré. Plus jamais ça. Et pourtant, un peu plus tard, au poste informatique, Morgan s'installe à ses côtés. Elle le dévisage un instant. T'as encore mal? Samuel esquisse un sourire crispé. Un peu. Enfin, non. Pas vraiment mieux, disons. Il détourne vite les yeux vers l'écran. J'ai visionné des heures de vidéos de surveillance. Rien. Aucun contact, aucune trace de complice pour Chloé. C'est comme si elle agissait seule. Morgan, concentrée, pianote sur son clavier. Et si on croisait les fichiers des patients entre les cabinets qui ont été cambriolés? Il y a peut-être un nom qui revient. Quelqu'un qui aurait repéré les lieux. Elle lance l'algorithme. Quelques secondes plus tard, un nom s'affiche. Joseph Bernet. Patient dans 3 des cabinets concernés. Toujours vu pour des motifs très vagues, douleurs chroniques, migraines, troubles du sommeil. Samuel plisse les yeux. Un patient fantôme. Ou un habitué du détournement d'ordonnances. Morgan hoche la tête, songeuse. On tient peut-être une piste. Mais derrière ces mots, elle jette un rapide coup d'œil vers Samuel. Elle n'a rien dit, mais elle a vu son regard perdu, son dos raide, cette fatigue qui ne le quitte plus. Et ce soupçon dans son esprit, de plus en plus tenace. Et si Samuel, lui aussi, commençait à sombrer? Assise sur le banc du pavillon des fleurs, Blanche garde les bras croisés, le regard figé au loin. À ses côtés, Eric tourne nerveusement une cuillère dans son café. Son pied tapotant frénétiquement le sol. On peut plus se voiler la face, finit-il par dire, d'une voix rauque. Chloé a forcément rechuté. Tout y ressemble. Le silence, les absences. Les mensonges. Blanche hoche lentement la tête, visiblement déchirée. Elle allait mieux, pourtant. Ou alors, on n'a rien vu venir. Luna les rejoint, son téléphone toujours à la main. Elle a le visage fermé, la mâchoire crispée. J'ai beau repasser tout dans ma tête, je me dis que j'ai loupé un truc. Elle s'interrompt brusquement. Ses yeux s'écarquillent. Attendez.
Son ex. Celui avec qui tout a basculé la première fois. Je crois qu'il s'appelait Otero. Adrien Otero. Elle se lève d'un bond et compose aussitôt un numéro. Idriss? C'est Luna. J'ai peut-être quelque chose. Un nom. Adrien Otero. Tu peux voir s'il apparaît dans les fichiers? De l'autre côté du fil, quelques secondes de silence. Puis la voix d'Idriss, soudain plus alerte. Adrien Otero? Attends 2 secondes. Un cliquetis rapide sur un clavier. Puis Idriss lâche. Bingo. Il a un gros casier. Détention de produits illicites, violence aggravée, trafic de médicaments, et même une condamnation pour enlèvement dans les années 2000. Luna blêmit. C'est lui. Je suis sûr que c'est lui. Il est revenu. Je transmets tout de suite l'info aux collègues. Assure Idriss. On va l'interpeller. Luna raccroche lentement. Son cœur bat à tout rompre. Cette fois, elle en est certaine. Chloé n'a pas simplement disparu. Elle est en danger. Et Adrien Otero n'a jamais vraiment disparu de sa vie. Il attendait juste le moment de frapper à nouveau. Sur la place ensoleillée du Mistral, Robert trône fièrement, boule de pétanque en main, le sourire vissé aux lèvres. Il rayonne d'une joie malicieuse qu'on ne lui avait pas vue depuis longtemps. J'ai inscrit ton nom, Jules. Concours de pétanque du 27. Lance-t-il, l'air faussement innocent. Jules, qui s'apprêtait à croquer dans un croissant, le fixe, bouche entr'ouverte. Tu m'as inscrit? Sans me demander? Évidemment. C'est l'occasion rêvée. Une belle partie en famille, mais attention, on ne joue pas ensemble. Je fais équipe avec Myrtha. Robert jubile. Cette année, je veux te battre. Jules éclate de rire. Donc tu m'inscris, tu choisis ton équipe, et moi je dois me débrouiller? Voilà, t'as tout compris. Répond Robert, hilar. Plus tard dans la journée, Jules croise Zoé en pleine révision sur la terrasse. Il tente une approche diplomatique. Dis, ça te dirait d'être ma coéquipière au concours de pétanque? Le 27? Zoé lève un sourcil. Amusé mais catégorique. Le 27? J'ai le bac, Jules. Tu sais, ce petit détail qui peut te ruiner un été si tu te plantes? Ah, oui, ok. Mauvais timing, marmonne-t-il. En battant en retraite. Mais alors qu'il s'apprête à abandonner l'idée, une image lui revient. La veille. Aya, dans la cour. Lançant une pomme avec une précision redoutable sur un sac plastique accroché à une branche. Un sourire naît sur ses lèvres. Il retrouve Aya un peu plus tard, et lui lance. Dis donc, tu veux impressionner tout le Mistral avec ton lancer de pommes? Parce que moi, je cherche une partenaire pour la pétanque. Et je crois bien que j'ai trouvé la meilleure. Aya rit. Sérieux? Tu veux jouer avec moi? Sérieux. T'as la technique, le calme, et surtout, tu me donnerais peut-être une chance de battre Robert. Elle le fixe un instant. Puis hoche la tête avec un demi-sourire. Ok. Mais si on gagne, c'est moi qui garde la coupe. Marché conclu. La partie s'annonce mémorable. Le soleil tape fort sur le terrain de pétanque improvisé du Mistral. L'ambiance est bon enfant, les joueurs concentrés mais rieurs, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Aya, en pleine partie aux côtés de Jules, s'avance pour lancer sa boule. Elle prend son temps, ajuste son geste, vise le cochonnet, et envoie une trajectoire parfaite. Mais au même instant, Myrtha, qui ramasse son foulard tombé au sol, se baisse pile dans la ligne du tir. Clac! La boule heurte violemment son avant-bras. Myrtha pousse un cri de douleur, vacille légèrement. Robert accourt aussitôt, paniqué. Myrtha! Tu vas bien? La doyenne du Mistral serre les dents, stoïque, mais son bras rougi laisse deviner la douleur. Ça va. C'est rien, juste la boule d'Aya, dit-elle, la voix tremblante. Robert se retourne aussitôt vers Jules, le regard noir.
Bravo. Très fair-play. Faire blesser mon équipière pour gagner, c'est d'un goût. Jules reste stupéfait. Quoi? Mais c'était un accident. C'est Aya qui jouait, et elle visait super bien. Elle pouvait pas deviner que Myrtha allait se pencher à ce moment-là. Mais Robert, vexé, blessé dans son orgueil autant que dans sa loyauté, secoue la tête. Je croyais qu'on allait s'affronter à la loyale. Toi contre moi. Et là tu me plantes un coup bas pareil? C'est une trahison, Jules. Une trahison? Mais t'es sérieux, papy? C'est de la pétanque, pas un western. Autour, les autres joueurs retiennent leur souffle. L'ambiance s'est glacée. Aya, elle, s'approche de Myrtha, sincèrement mortifiée. Je suis désolée. Madame Myrtha. J'ai pas fait exprès, je vous jure. Vous voulez qu'on aille au cabinet médical? Myrtha esquisse un sourire, malgré la douleur. Ne t'en fais pas, ma fille. J'ai connu bien pire que ça. Mais la prochaine fois, essaie de viser un peu moins fort. Pendant que Myrtha est conduite à l'ombre, Robert s'éloigne, vexé, main dans les poches. Jules, lui, reste planté là, partagé entre colère, frustration et tristesse. Le concours de pétanque vient de prendre une tournure beaucoup plus personnelle. Le cabinet médical est baigné d'une lumière pâle. Gabriel s'affaire sur son ordinateur quand Samuel entre sans frapper. Il referme la porte d'un geste sec. Ses traits sont tirés, ses yeux cernés. Et son corps penché légèrement en avant comme si le poids de la douleur le tirait vers le sol. J'en peux plus. Mon dos me rend dingue. Gabriel lève les yeux immédiatement, inquiet. Mais reste calme. Tu prends toujours les séances de kiné? Samuel fait un geste vague, agacé. Le kiné, ça sert à rien. C'est une perte de temps. J'ai besoin d'autre chose. Je veux que tu me prescrives quelque chose de plus fort. Gabriel se redresse, croise les bras. Je t'arrête tout de suite. Les antidouleurs que tu demandes ne sont pas des bonbons. Ce sont des produits puissants, et hyper addictifs. Samuel serre les dents, tente de garder son calme, mais la douleur perce dans sa voix. Tu crois que je viens là pour me shooter? Je dors plus, je peux à peine bosser. Justement, réplique Gabriel, plus ferme. Si t'en es là, on doit aller au bout. Je veux que tu passes une IRM. Et c'est non négociable. Samuel soupire, à bout. Mais Gabriel le fixe droit dans les yeux, déterminé. Pas question de céder cette fois. Après un bref silence, Gabriel ouvre un tiroir, sort une plaquette et détache 2 cachets. Je te donne ça pour te dépanner. Juste pour tenir. Mais tu reviens me voir après l'IRM. Pas avant. Samuel attrape les cachets. Les yeux embués de fatigue et d'irritation mêlée. Merci. Murmure-t-il, presque à contre-cœur. Gabriel lui adresse un regard plus doux, presque fraternel. Je suis pas contre toi, Samuel. Mais là, je fais mon boulot. Et je veux pas te voir sombrer. Samuel hoche la tête, sans répondre. Il referme la porte derrière lui, plus courbé que jamais. Et dans le silence qui suit, Gabriel reste là, inquiet. Parce qu'il sent bien que derrière la douleur physique, c'est quelque chose de plus profond qui est en train de ronger Samuel. Le cabinet est calme. Mais l'air semble plus lourd qu'à l'accoutumée. Babette reste figée devant la fenêtre, les bras croisés contre elle-même, comme pour se retenir de trembler. Ses yeux sont dans le vide, mais son esprit, lui, est ailleurs, coincé dans cette salle, les poignets attachés, la bouche bâillonnée, le souffle court. Elle revoit la scène. Encore. Le métal froid du revolver. L'impuissance. Un frisson la parcourt. Elle cligne des yeux, tente de respirer plus lentement. Rien n'y fait. Mathieu, qui l'observe à distance depuis plusieurs minutes, s'approche avec précaution. Babette, t'es en sécurité maintenant. Elle ne répond pas. Elle garde les yeux perdus dans ses souvenirs. Il s'avance un peu plus et pose délicatement une main sur son bras. Tu veux pas rester seul là-dedans. Laisse-moi t'aider à en sortir.
Elle tourne enfin les yeux vers lui, humide, vulnérable. Il ouvre les bras. Et elle s'y laisse tomber. Sans un mot. Le front contre son épaule. Les larmes silencieuses. Le corps en alerte, mais le cœur à bout. Mathieu la serre fort, sans parler. Il sait que parfois, le silence vaut mieux que 1000 paroles. À quelques rues de là, l'ambiance est tout autre. Samuel claque la porte du bureau de Gabriel, un dossier IRM sous le bras. Rien. L'examen n'a rien donné. Aucun problème détecté. J'en ai marre. J'en peux plus. Morgane l'attendait près du vestiaire. Elle l'intercepte, douce mais droite. Peut-être que la douleur, elle vient pas du dos. Pas seulement. Tu as pensé à parler à quelqu'un? À consulter un psy? Juste pour voir si. Tu veux que je consulte un psy? La coupe-t-il, le regard dur. Il secoue la tête, amer. T'es pas médecin du travail, Morgane. T'es brigadière. T'as pas changé de grade pendant mon arrêt, à ce que je sache. La phrase claque comme une gifle. Morgane reste figée. Choquée par la violence de la réplique. Elle baisse lentement les yeux, blessée. Samuel, lui, s'éloigne sans se retourner, rongé par la douleur. La frustration, est peut-être quelque chose d'encore plus profond qu'il refuse d'affronter. Le bureau de Patrick est plongé dans une ambiance de tension contenue. Autour du tableau blanc rempli de flèches, de noms et de photos floues, Patrick tapote du doigt sur une fiche d'identité. Ce Joseph Bernet, c'est une invention. Une couverture. Tout concorde. Je parie qu'il s'agit en réalité d'Adrien Otero. Idriss, debout à ses côtés, acquiesce. Il a utilisé des papiers trafiqués. Et il figure dans les fichiers de plusieurs cabinets médicaux cambriolés. Samuel a bien fait de demander le croisement des données. Quelques minutes plus tard, Idriss retrouve Samuel dans le couloir du commissariat. On a un signalement. Adrien Otero vient d'être localisé, planqué dans un ancien entrepôt près de l'Estac. Tu veux qu'on y aille? Samuel, malgré son dos douloureux, hoche la tête sans hésiter. On y va. Sur le terrain, le bâtiment est à moitié effondré, recouvert de tags et de tôles. Samuel et Morgane progressent à pas feutrés, arme à la main. Un frisson d'adrénaline leur monte dans les veines. Adrien est là, dos tourné, tentant de fuir par une porte rouillée. Police. Bouge plus. Crie Samuel. Adrien lève les mains. Morgane couvre l'entrée. Samuel s'approche, le regard dur, prêt à enfin boucler cette affaire. Mais au moment de lui passer les menottes, une douleur foudroyante lui transperce le bas du dos. Un élancement violent, brutal, comme une lame brûlante. Ah! Samuel lâche prise, tombe à genoux, le visage crispé de douleur. Adrien tente un mouvement, mais Morgane intervient aussitôt, vive et précise. Elle plaque Otero contre le mur et referme les menottes. C'est bon, il est maîtrisé, dit-elle, le souffle court. À genoux sur le sol, Samuel respire avec difficulté, la main posée sur ses lombaires. J'arrive pas à me relever? Murmure-t-il entre deux halètements. Morgane s'agenouille à ses côtés. Inquiète. C'est pas une simple contracture, ça. Plus tard, aux urgences, Gabriel examine les clichés IRM à la lumière blanche du néon. Son visage se ferme. Il appelle Samuel. Toujours allongé sur le lit d'examen. Tu souffres pas d'une douleur mécanique. Pas d'un air coincé non plus. Samuel lève les yeux, inquiet. Alors, c'est quoi? Gabriel inspire profondément. On doit confirmer par une ponction lombaire, mais ça pourrait être une inflammation chronique. Peut-être une spondylarthrite. Ou une atteinte neurologique plus rare. Un silence. Samuel, d'habitude si solide, sent le sol se dérober. Ce n'est pas juste une douleur passagère. C'est peut-être le début d'un combat beaucoup plus long. Et voilà, c'est la fin de cet épisode chargé d'émotions et de tensions dans Plus belle la vie, encore plus belle. Samuel est peut-être face à l'un des plus grands défis de sa vie, entre douleurs physiques mystérieuses et souffrances intérieures qu'il refuse d'affronter.
L'arrestation d'Adrien Otero marque un tournant dans l'enquête, mais ouvre aussi la porte à de nouvelles interrogations médicales et judiciaires. Pendant ce temps, le Mistral n'est pas en reste. Entre conflits de génération, petits drames du quotidien, et blessures involontaires qui en disent long sur les rancunes enfouies. Et surtout, sur les liens familiaux mis à rude épreuve. Restez connectés, car les prochains épisodes s'annoncent explosifs. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et à nous dire en commentaire, pensez-vous que Samuel va tenir le choc? Et Chloé, arrivera-t-elle à se libérer de l'ombre d'Otero? On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.